Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspirer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Delalande. Salut Virginie. Bonjour. Tu es avocate, tu es coach, tu es conférencière et également auteur. Je n'ai, je crois, rien oublié. Tu as écrit ce livre que l'on voit, que vous pouvez retrouver sur les épisodes en vidéo Abandonnez jamais, euh, et que vous pourrez retrouver, on vous mettra le lien également dans la description. Virginie, première question que je pose à tous les invités. Comment tu expliquerais ton métier de façon ludique si tu devais t'y prendre et en l'expliquant à un enfant de 5 ans? Alors, le métier dont je vais parler est le métier de conférencière. Eh bien, je monte sur une scène avec un micro et je parle très longtemps. Et les gens rient, les gens passent des moments formidables. Tu aimes beaucoup transmettre et discuter. Tu en parles d'ailleurs dans ton livre. Exactement. On t'a connu, certains t'ont connu notamment à la télé à travers l'émission de Laurent Ruquier, Le Grand Oral. C'est là où tu as eu le plus de découvertes autour des yeux des gens. Une aventure formidable, j'imagine, et puis on va y revenir tous ensemble. Juste avant, on va démarrer par ton enfance. Tu as été diagnostiquée sourde dès l'âge de 9 mois, C'est ça. si c'est ça. Comment ça s'est passé ces premiers mois, ces premières années? Disons que mes parents étaient extrêmement jeunes. Mon papa avait 23 ans et ma maman 22. Ils étaient tous les deux étudiants de terre. Et donc, ils étaient la première enfant de la famille, la première petite fille de leurs parents. Et il était une enfant extrêmement éveillée, mais de temps en temps, quand il y avait du bruit, je n'avais pas de réaction tout à fait normale. Le problème, c'est que quand il me têtait, il était très vive et je réalisais au moindre tumuli qui était autre cognitif. Donc, s'il y avait un courant d'air, s'il y avait de la lumière, s'il y avait de l'ombre qui apparaissait, je réagissais. Ce qui fait que mes parents, je disais, écoute, je trouve que. Mais, euh, au fur et à mesure des jours qui passaient, ils me trouvaient quand même un peu étrange. Et un jour, ils décident de réviser Noringama dans le jardin au printemps. Et il était donc allongé sur une serviette sur un arbre. Et nous habitions en fait une maison qui donnait sur une route à la campagne, mais très à la campagne. Mais imaginez la campagne profonde où personne ne passe jamais. Et à ce moment-là, un tracteur passe. Et à ce moment-là, il perd sa herse dans un fracas de ferraille épouvantable. Le chien de nos voisins aboie, il était certes, ça fait un bruit de feu. Mes parents, évidemment, sursautent, tout le monde sursaute, sauf moi qui continue à regarder du mauvais côté et à sourire aux anges. Et là, il se dit, OK, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, j'atterris chez le médecin, il me fait passer des gamins, et le diagnostic a été, votre fille est sourde, elle ne parlera jamais. C'est vrai que tu en parles dans ton livre, le diagnostic a été très brutal. Et tu l'expliques comme si le médecin avait voulu se débarrasser des mauvaises nouvelles d'un coup vis-à-vis de tes parents. Ça doit être une réaction difficile aussi pour eux. Très difficile, parce que, évidemment, vous n'avez pas d'antécédents de la famille, donc c'était un petit peu la mauvaise surprise, un petit peu l'élément raté de la famille. Et heureusement, mes parents n'ont pas accepté ce diagnostic. Ils se sont dit, non, mais notre fille parlera, parce que la parole, c'est l'intégration. Et ils ont refusé, en fait, la seule solution qui leur était proposée à l'époque, la langue des signes. Et heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas fait mon métier. Et on n'aurait pas cette interview. Non, je Je, n'aurais je- pas été interviewée, je n'aurais pas été avocate, je n'aurais pas animé d'émissions de télévision, je n'aurais pas formé, je n'aurais pas été conférencière. Non, ma vie aurait été bien différente. Merci mes parents. Merci de voir. C'est grâce à eux aussi que tu as ce déterminisme à toute épreuve. Alors, honnêtement, je ne sais pas, parce que c'est vrai que je suis lion de signe. Donc, pour ceux qui y croient, effectivement, c'est un signe assez dynamique, assez engagé. Pour autant, je me demande quand même si le fait d'avoir un handicap n'a pas aussi Était une nourri en force. fait cette Mm. détermination, parce qu'on m'a dit tellement souvent, tu ne pourras pas, ce n'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. Combien de fois tu as entendu cette phrase dans ta vie? Mais je crois que je ne compte même plus. En fait, ça a commencé par tu ne parleras jamais, Ouais. en 9 mois.
Ensuite, on a été capable de me dire: «Tu n'apprendras jamais à lire ni à écrire, tu n'auras pas de bac, personne ne voudra se marier avec toi, tu ne vas quand même pas te reproduire et puis, je ne comprends pas comment une personne comme vous peut exercer la profession d'avocat». Donc enfin, c'est assez violent quand même. Oui, ça fait beaucoup. C'est quand même. Comment s'est passée ton enfance, justement? Alors globalement, il y a des souvenirs plutôt heureux, c'est-à-dire que, ma surdité pour moi n'a jamais été un problème. Ben, que je considérais ma surdité au même titre qu'une personne qui avait les cheveux roux bouclés, une couleur de peau, parlait une langue étrangère. Pour moi, c'était la norme, Banane. une Ok. différence, mais la norme. Et c'est seulement vers l'âge de 7 8 ans que j'ai commencé à comprendre ce que voulait dire le mot handicap dans la tête des gens. Et en fait, comment j'ai compris ça, comme 7 8 ans, à la fois c'est jeune, à la fois c'est, eh bien, nous étions invités à un anniversaire, de mariage d'amis de mes parents et puis c'était un petit peu long. Ils mettaient du temps à apporter la pièce montée qui était quand même le moment qu'on attendait tous et nous décidons autrefois d'organiser un chat. Et c'est la plus jeune du groupe qui a été désignée à la vessie. Et j'avais bien compris que ce qui était drôle, c'est qu'elle n'arrivait à attraper personne. Donc je me suis dit, la pauvre, je vais l'aider. Mais près d'elle, lui propose mon aide en lui disant, touche-moi, et comme ça on sera deux à courir derrière les autres. Et moi j'étais première de classe au sport depuis le CP. Et cette petite fille, au lieu de me dire d'accord, merci, comme je m'y attendais, elle me dit plutôt, je ne veux pas jouer avec toi, tu parles trop mal, je ne comprends rien. Et donc, sur le coup, un peu blessée de mon ego, je me dis, bon, bah, j'ai une petite conne, donc, bah, tant pis pour elle, donc je commence à m'éloigner. Et là, son frère arrive, et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu hurles dessus comme ça, et puis, et elle lui répond, bah, parce que je ne veux pas jouer avec elle. Et son frère lui répond, mais sois gentil avec elle, elle est handicapée. Et cette phrase, pour moi, C'est terrible. ah, mais ça a été fatal. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'ai l'étiquette de Quasimodo de Notre-Dame de Paris, qui est un montre. J'ai l'étiquette du capodre et du papillon. Vous savez, c'est cette personne paralysée sur un lit d'hôpital pendant des années et des années. C'est ça, en fait, que les gens voient quand ils me regardent. Et donc, à partir de là, ça a complètement changé ma relation avec les gens. C'est-à-dire que je n'étais plus de l'innocence. J'étais de l'observation. Et de l'observation, évidemment, de tous les micro-signes qui pouvaient montrer que la personne pouvait être gênée, avoir un problème avec moi. J'imagine. Et du coup, tu dois être imbattable au poker. C'est sûr, Pour détecter le non-verbal, les petits signes. c'est pas mal. C'est vrai que le handicap, tu le dis aussi que tu n'aimes pas cette définition de ce qu'est l'handicap dans les yeux des gens. Alors, Et- non, ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire que je n'aime pas la définition que la société met derrière le mot handicap. Mais au niveau étymologique du terme, c'est très positif. C'est-à-dire que c'est d'origine anglaise et ça veut dire la main de le chapeau, hand in cap. Et en fait, l'objectif, c'était d'équilibrer un objet contre une somme d'argent pour que ça ait la même valeur. Et ensuite, on a transposé au sport avec le handicap de le golf, le handicap de la course C'est de vrai, cheveux. c'est vrai. Et là, en fait, je fais le meilleur handicap pour donner une chance aux autres, Hmm. pour rééquilibrer un petit peu la compétition. Mais je n'ai pas tout à fait cette définition que la société a retenue. C'est vrai, c'est vrai. Tu parlais de ton enfance au primaire, après tu es rentré au collège et tu as fait ces études. Euh, alors, à moins que tu aies des choses à partager, des anecdotes sur ta partie collège-lycée. Ouais, Alors, rapidement, vas-y. que je peux partager, c'est que je suis rentrée évidemment du fait de mon handicap dans un univers qui était très médicalisé, si je peux dire.
C'est-à-dire que j'avais des orthophonistes, j'avais des codeuses, c'est-à-dire des personnes qui traduisaient ce que le professeur disait, non pas en langue des signes, mais dans une aide à la lecture labiale. Donc, par exemple, pour que tu vois un peu la différence, dans la langue des signes, si tu te dis non, je vais à la maison, donc, en langue des signes, c'est moi, maison, aller. Et le code, c'est je vais à la maison. Ok. Donc en fait, le code respecte intégralement que tu dis comme tu le dis, à la vitesse à laquelle tu dis les choses, alors que la langue des signes, c'est une langue à part entière. C'est vrai. Donc c'est plus facile de suivre en classe quand on a le visuel de ce que dit le professeur que d'avoir une langue étrangère. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai suivi en classe, sauf que je me suis rendu compte que j'avais des rendez-vous psy pour savoir s'il y avait du retard par rapport aux autres, pour évaluer mon niveau d'intelligence, pour évaluer, bref, un certain nombre de choses que les autres n'avaient pas. J'ai identifié aussi qu'on me faisait des cours de soutien, y compris dans les matières où j'étais la première de la classe. Pourquoi pas? C'est un peu énervant. Quand je suis mauvaise, c'est logique. Quand je suis très bonne, c'est difficile à comprendre. Et puis surtout, on a commencé à décider des langues qu'on allait prendre en quatrième. C'est-à-dire qu'on avait évidemment, comme tous les beaux élèves, le latin obligatoire à l'époque C'est et une deuxième langue vivante. Et moi, il n'a pas voulu que je prenne une deuxième langue vivante, mais que je prenne le latin obligatoirement, alors qu'il était facultatif dans mon établissement par Bernard. Et donc, en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à me rebeller un petit peu parce qu'il y avait la pression qu'on décidait de ma vie à ma place, alors que mes camarades, eux, avaient le choix. Et quand ils étaient bons élèves, on ne leur apprenait pas des choses totalement inutiles. D'ailleurs, dans ton enfance, tu as fait beaucoup d'orthophonie, Oui, des 20 milliers ans. d'heures, 20 ans. Mm. Parce que c'est quand même très particulier, c'est-à-dire que tu n'as jamais entendu ta voix. Non, Tu n'as, je ne l'entends toujours pas. tu n'entends toujours pas. Euh, Pour ça, tu, j'ai essayé, je me suis fait opérer, oui, j'ai essayé d'améliorer les apparillages. Non, non, je ne veux pas. ça ne veut pas. Je ne veux pas. D'ailleurs, tu as dû sortir au bout de 4 ans d'essai un implant Oui, parce j'ai que ça ne essayé, marchait c'est pas pour aussi. ça. Ouais. C'est Et, une euh, opération. et donc, tu as réappris, en fait, tu as appris comme un enfant, au final, comme un bébé, à faire d'abord les pas, les rats, les mâts, Non, les non, non, syllabes. en fait, je n'ai même pas eu après comme un enfant, parce que à 3 ans, vous parliez. Moi, à 3 ans, je ne disais rien. Non, en fait, les gens ont compris que tous les bébés, même les bébés sûrs, babillent. Hmm. Et qu'en fait, le défi pour les bébés sûrs, c'est de leur faire conserver le babillage. Puis que eux, comme ils ne l'entendent pas, n'entendent pas les parents réagir et ne voient pas l'intérêt, eux, de continuer à babiller. Donc, le pardon. Et c'est là où ça devient compliqué. Et donc, moi, on a essayé de me faire garder ce babillage et à partir de ces promenaisons à peu près naturelles, de créer tous les autres. Donc, concrètement, ça veut dire que je devais apprendre à souffler, Ouais. parce que le f, le ch et le j, on ne souffle pas du tout de la même façon, C'est vrai. à positionner ma langue de la bouche. Et qu'on la met plutôt là, et qu'on la colle au palais, et qu'on la met plutôt en arrière. Et ça, comme on ne voit rien, évidemment, il faut faire des dessins. Donc, mon orthophoniste a passé du temps à faire des dessins. J'avais un classeur de dessins de l'intérieur de la bouche. Et puis, quand c'était compliqué, parce que ma maman fait un dessin parfait, ça ne suffit pas, elle avait une petite tige en métal avec un petit bout platifié et elle trifouillait dans ma bouche. Comme ça, là, là. Donc voilà, de ça a été une des bases de l'apprentissage. Et puis, une fois que vous avez réussi à faire votre prononciation, donc en général une voyelle, vous essayez de rajouter la consonne. Et le problème, comme disait maman, c'est que chaque fois que j'avais réussi à ça et qu'on m'en apprenait un autre, j'oubliais le premier. Donc il fallait un peu repartir en arrière, puis progressivement tout intégrer. Ensuite, une fois qu'on avait fait la syllabe, il fallait faire le mot, et ensuite les phrases, et ensuite le paragraphe, etc. Et donc, méthode orthophonie.
20 ans d'orthophonie. Et 3 fois par semaine. Ouais. C'est un gros challenge de réussir à s'y tenir et à trouver cette motivation parce que tu as dû être 1000 fois découragé, démotivé aussi. Ça doit Bah, être un chemin difficile. disons qu'au début, comme j'ai commencé, l'orthophonie, j'avais 1 an et demi, Ok. ça faisait partie de ma routine. Donc, sincèrement, les premières années, je n'ai pas vu tellement de problèmes. C'est vrai qu'à partir de 9-10 ans, de la période où on commence à se rebeller Adolescence. un peu, ça a été beaucoup plus dur. Hmm. Sauf que j'ai eu la chance de tomber sur des orthophonistes plutôt intelligentes qui ont compris que si elles voulaient travailler avec moi, il y avait intérêt à me rendre le travail sympathique. Donc en fait, elles partaient de mes passions. Elle était passionnée par la littérature, elle était passionnée par les animaux, elle était passionnée par la nature, par le voyage. Et donc en fait, toutes les séances se faisaient sur des thèmes que j'aimais. Donc par exemple, quand j'étais au collège, on essayait de travailler des expériments mon édition en disant peut-être un jour une baguette magique pendant la nuit, je ne sais pas. Mais je commençais toujours la séance avec un casque sur les oreilles où ils mettaient le volume à fond. Mais j'entendais avec j'ai fait essayer à des amis, ils me disent non mais arrête, c'est horrible. Pour essayer au niveau vibratoire, de stimuler qu'il y avait à stimuler, c'est-à-dire pas grand-chose. Et moi, je devais essayer, sur la base de ce que je devinais, de reconnaître en fait des mots, des phrases et tout ça. Autant dire que c'était pas très terrible hein, comme résultat. Et puis ensuite, on laissait tomber ça assez vite. Ensuite, je travaillais la prononciation, donc je devais lire quelque chose. Ensuite, je continuais à retravailler l'audition, parce que ça me reposait en fait cette deuxième étape. Et là, j'avais le texte. Et en fait, elle devait lire, s'arrêter à un moment, et je devais retrouver où elle s'arrêtait. D'accord. Donc en fait, entre le premier exercice et le troisième, j'étais épuisée. Et surtout, il y avait un sentiment de nullité absolue, parce que je n'arrivais pas à y rentrer. Déjà pour les enfants, de base, c'est pas forcément simple d'apprendre à lire avec les consonnes, de positionner sa langue et tout. Voilà. Alors, Alors, paradoxalement, en fait, j'ai su lire avant de parler. Ok. C'est-à-dire que à 3 ans, évidemment, je ne disais pas un mot. J'ai commencé à parler vers 6 ans et j'ai su lire à 4 ans, 4 ans et demi. Et donc, c'est un peu le problème parce que j'étais un petit peu en avance sur le programme par rapport à mes camarades. Et donc, la question était à la fin de la moyenne section de savoir si je sautais une classe pour aller au CP ou si je restais avec mes camarades en grande section. Et il a été décidé à l'unanimité que, compte tenu de ma surdité, compte tenu du fait que les choses n'étaient pas forcément faciles, même si moi, je ne me plaignais absolument pas, c'est peut-être bien que je reste faite avec mes camarades et tout ça. Donc, je n'ai pas sauté de classe. Très jeune, tu as voulu devenir avocate. Pas du tout. C'est arrivé comment ton cheminement Pas disons que mon rêve à moi était d'être vétérinaire. Ok. Parce qu'en fait, justement, pendant l'adolescence, comme j'avais l'impression qu'on décidait un peu de ma vie à ma place, j'étais un peu en colère. Et puis en plus, j'avais le sentiment que quand je disais aux gens je suis sourde, ils oubliaient 5 minutes après quoi ça voulait dire. Donc le petit gâteau sourd qui était là-bas, par exemple, me regardait bien en face pour me parler. S'il n'y a pas de lumière, allumez la lumière. Si vous êtes en contre-jour, faire en sorte que ce soit moi qui soit en contre-jour, etc., etc. Et donc, je passais mon temps à faire la police et j'avais l'impression d'être le casse-pied possible. Donc, j'étais en colère, très en colère. Et je me rendais compte qu'avec les animaux qui ne parlent pas non plus, c'était beaucoup plus facile. Ils me comprenaient parfaitement et moi, je le comprenais parfaitement. Donc, je me suis dit, bah, comme tous ces gens, je fais vraiment des salauds, je fais des gens qui ne comprennent rien, qui ne sont pas très intelligents en plus, au moins, les animaux, je vais les aider. Et comme j'avais cette connexion, je savais si j'étais malade, si j'allais être vétérinaire pour autant, mais je voulais développer en fait T'arrivais à ressentir des Oui. choses et. Alors, j'ai un peu perdu depuis. D'accord. Mais à l'époque, comme j'avais peu d'amis
passais énormément de temps avec eux. Et mon père avait une ferme. Et donc, je passais toutes mes vacances avec les animaux de la ferme. Donc, forcément, quand on passe du temps avec les animaux, on les connaît, on perçoit les routines. Et puis, on lit beaucoup sur le sujet aussi. D'accord. Et du coup, à quel moment ça t'est venu cette Et envie? donc, ça, c'était mon rêve. Donc, ça a démarré à 7-8 ans aussi. Ok. Et puis, arrivé au terminal, papa, qui est l'équivalent de Parcoursup aujourd'hui, le Parcoursup le fameux. Et à l'époque, c'était en fait une démarche qui devait être validée par nos professeurs principaux et par nos parents de l'étape. Et en fait, quand j'ai mis vétérinaire, ma maman n'a pas validé l'étape. Elle m'a dit pas du tout. Et par quoi on remplace un rêve de toujours. Ouais, très compliqué. Et donc, maman, je voyais là-bas de la raison. Ma chérie, fais un diplôme bien pour exercer un bon métier, à savoir médecine, droit, professeur. Alors, si on peut être ministre, quelque chose, c'est bien aussi, mais enfin, je ne connais pas très rêver non plus. Bref, donc, en fait, tous les métiers, à l'époque, très connotés comme étant prestigieux, comme étant je gagne bien ma vie avec. J'ai réussi. Voilà. Et donc, aucune option ne me plaisait, même pas avocat. Sauf que, en y réfléchissant, parce qu'il fallait bien que je fasse un choix quand même, en y réfléchissant, je me suis dit, avocat, c'est le plus proche de ce que je ressens. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais bien dans ma vie quotidienne à quel point je n'étais pas respectée, pas considérée, pas écoutée. Donc, en position de victime. Et je voulais prendre la parole pour défendre ces personnes. La deuxième chose que j'avais compris, c'est que quand on est en position de vulnérabilité, on a tendance, en fait, à ne pas nous donner la même valeur que les autres. On a tendance aussi, quand on a des idées qui peuvent être bonnes, à les balayer, etc. Et je me rendais bien compte que les avocats, eux, on les écoutait. Et qu'en plus, on ne les contestait surtout pas parce qu'il y avait le droit derrière. La loi, la législation. Et je me suis dit, bah, en fait, ça répond à deux choses qui sont douloureuses pour moi aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis devenue avocate. Tu as choisi 3 écoles à l'époque lorsqu'il a fallu s'inscrire, une à Paris et 2 un peu loin des parents, c'est ça? Alors, oui, j'avais choisi essentiellement des universités parisiennes, sauf que ça aussi ça a été un petit sujet de friction avec ma maman et mon professeur principal, mais que ma professeure principale m'a demandé de choisir des petites universités familiales de province parce que ça allait être plus facile pour moi. D'y rentrer. Alors elle voyait le côté cocooning, le côté, moi, j'ai vu, en fait, à l'époque que je ne vais pas y arriver, s'il y a un niveau d'exigence. Or, il se trouvait qu'au même moment, il y avait un camarade qui était le dernier de la classe qui voulait faire la même étude que moi. Et à lui, personne n'a rien dit, tout le monde a dit, bah, bien sûr, à Sciences, la Sorbonne, la plus grande université de France à l'époque, alors que moi, on contestait mes choix. Et on est hyper mal pris. Donc, par provocation, j'ai dit, eh bien, très bien, ça sera le plus dur. Voilà. Non, c'était un peu rebelle. Oh, il est resté ce petit côté rebelle dans le temps. Et tu as fait tes études où, du coup? Ah, ça. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans ton parcours et que tu évoques aussi dans ton bouquin. Les professeurs ne voulaient pas te donner leurs cours en Ah non. papier. Ah non, mais sur 8 ans d'études. Donc, j'ai fait Assas, j'ai fait Manacop, Paris-Sac, et j'ai fait ensuite l'école du barreau. Donc, ces 3 établissements, pas un professeur ne m'a donné ses cours. Donc, c'était vraiment une pensée, en fait, universelle. Et ce qui me rendait folle, c'est que quand je me suis inscrite à Assas,
ma maman les avait appelés pour leur dire: «Oui, ma fille est sourde, nanana, elle cause un peu de problème et tout ça». Et ils avaient dit: «Mais absolument pas du tout. D'ailleurs, si elle a des besoins, qu'elle n'hésite pas à venir nous voir et tout ça». Bon, bah, on connaît la suite. Donc c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'en plus, quand ils m'ont dit non, ils ne m'ont pas dit non, tu vois? Ils m'ont dit: «Ah mais vous êtes une petite maline, en fait, je croyais qu'on va vous donner le cours pour que derrière vous fassiez attraper le cours avec vos camarades et tout ça». Donc en plus, je me suis sentie insultée. Douter de mon intégrité, douter de ma personne. Ça a été terrible. Surtout qu'à l'époque de tes études, il n'y avait pas les solutions qui existent aujourd'hui, Non. de transcription. Ça va rien du tout. Donc, pas d'intelligence artificielle, pas d'ordinateur, donc on écrivait tout à la main. Bref, et donc c'est vrai que le gros côté positif, mais qui a été très dur à vivre, c'est que ça m'a appris à trouver des plats A, B, C, D, E, F. Et c'est le F qui a marché. Qui était l'aide des camarades. Alors, ça c'était le plat A, et puis le plat D, E, F. Effectivement, j'ai eu besoin des autres pour réussir, mais clairement pas des professeurs. En fait, le plat F, c'était, j'arrête de recopier le cours de mes camarades, parce que chaque fois qu'ils arrivaient en bas, ils voulaient tourner la page, mais moi, je n'avais pas forcément fini de lire et d'écrire, donc je le gênais d'une certaine façon. Et donc, j'avais eu l'idée que plutôt que d'être comme ça de cette course par ma note étudiante, j'allais utiliser le cours d'abord Ok. pour en fait faire une fiche avec le livre du cours et ce fameux cours. Comme ça, eux, quand ils sortaient du cours, ils me passaient le nouveau cours et moi, je leur passais la fiche. Donc, on gagnait du temps pour les révisions. Moi, j'avais des super cours et des super fiches. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Comment se sont passées tes études, justement? Alors, Est-ce que tu du as des point de vue anecdotes? Est-ce que tu as eu des moments plus importants et plus particuliers que d'autres pendant ces études? Alors, j'en ai eu plusieurs. J'ai un petit moment assez sympathique où, en fait, justement, comme j'avais besoin des autres et tout ça, j'avais réussi à me créer une petite bande très sympathique. Et en fait, c'était un petit peu moi la boutotte du groupe. Donc, je retrouvais chez moi, on faisait la fête, etc. Donc, mettre de la musique, alors que pour moi, la musique n'a aucun intérêt, aucun sens. Mais pour vous dire mes envies d'intégration. Et on a vraiment fait passer des moments tellement chouettes que je suis toujours des amis aujourd'hui. C'était assez chouette. La deuxième anecdote que j'ai envie de partager, c'est que il se trouve que je ne sais pas faire les choses totalement normalement. C'est que j'ai aussi eu mes enfants pas de mes études. Ce qui m'a causé quelques petits problèmes, évidemment. Et donc, ça a été très intéressant aussi de voir que finalement on arrive à se sortir, même si on rajoute de la difficulté à la difficulté normale. Et puis mes enfants vont bien, mon fils a 21 ans aujourd'hui, et ma fille est à terminer. Euh, tu évoques plein de choses à la fin de ton lycée, notamment tes premiers voyages à l'étranger, Oui, avec ton ami en Espagne oui. et aussi en Angleterre. Euh, En Espagne, tu as été à Barcelone et c'est là où tu as découvert que c'était limite plus facile de te faire comprendre là-bas qu'ici. Ah bah, clairement. En fait, non mais je ris parce que ce voyage a quand même été un Oui, voyage particulier. très, très amusant d'un point de vue relation amoureuse. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, déjà, on venait toutes les deux d'avoir 18 ans, je partais avec mon meilleur ami, et on avait décidé de prendre une semaine de vacances toutes les deux, où on dormait dans une auberge de jeunesse, et puis tout était possible cette semaine-là. Et en même temps, Et il n'y avait pas euh, les parents. on n'avait pas de parents, ça c'est clair, trop bien. Et en même temps, nous, parce que mon ami était sourd aussi, les relations amoureuses, ça nous paraissait très compliqué parce que bah,
on n'avait pas tellement de succès déjà dans notre vie quotidienne. Donc on s'est dit dans les pays étrangers, où on ne parle pas très bien espagnol. Enfin, en même temps, j'ai eu 19 bacs en espagnol, donc je me débrouillais quand même pas mal. Et ce qui était drôle, c'est qu'effectivement, j'avais l'impression qu'on est espagnol, me comprenait mieux que parler espagnol, qu'on est français, que parler français. Et donc, je m'étais posé la question de savoir si c'était une question d'ouverture d'esprit de l'espagnol face aux accents en général, si c'était parce que vraiment que je parlais espagnol, il n'y avait plus aucun accent, qu'il y avait justement une baguette magique qui était passée par là. Ou alors, c'était le fait, et ça c'est mon hypothèse aujourd'hui, c'est que à Barcelone, ils ont l'espagnol et ils ont le catalan. Donc, ils ont plusieurs accents différents. Ils ont énormément d'étrangers. Et ils se doutaient bien que j'étais étrangère. Et les Espagnols, contrairement aux Français, sont beaucoup plus accueillants vis-à-vis des étrangers. Donc, j'ai bénéficié de tout ça et j'ai passé effectivement des vacances extraordinaires. Mais vous n'avez pas réglé le problème des garçons. Parce que pour le coup, c'est moi qui avais peur. Parce que je peux draguer à mort, etc. Mais je me disais, oui, mais on ne sait jamais, si je fais des choses un peu bizarres, un peu tordues, on est loin de la famille, on n'arrivera pas, machin. Donc, je me suis attardée, toute relâchée. Mais ça a boosté la confiance en toi. Ah de bah, te ça m'a remettre. aidé dans Ah ma ouais. confiance en moi. Et puis, en même temps, ça m'a quand même mis un peu en colère contre ces Français qui vraiment ne faisaient aucun effort avec les accents. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je peux témoigner encore aujourd'hui qu'au téléphone, il y a des gens qui me raccrochent au nez parce que j'ai un accent, alors que c'est ma langue maternelle. Hmm. Donc, j'imagine ce que peut vivre une personne qui est d'origine étrangère, qui Exactement. prend l'effort d'apprendre notre langue, ou des personnes qui ont un milieu culturel, qui faut qu'elles aient un accent. Et vraiment, je suis en empathie avec elle. Elle me dit quand même, on n'est pas beau, surtout dans un pays qui a eu autant de colonies, un pays qui en a encore aujourd'hui, alors je ne s'appelle pas vraiment des colonies, mais plutôt des provinces. Mais pourquoi on en est encore là aujourd'hui? Il m'a du temps évolué. Pour beaucoup de choses. On parlera du sujet du handicap après, qui a aussi mis du temps. On a vu encore sur les manifestations récentes qu'il y a eu de cette loi qui existe depuis 20 ans pour les services publics et qui n'est toujours pas appliquée partout. Voilà, pareil, hop, C'est c'est étonnant. étonnant. Bah, notre pays, on aime, mais de temps en temps, il y en a un peu. Pour revenir à tes études, donc tu as eu ces 8 ans d'études pour devenir avocate. Ouais. Tu as réussi à... Yes. J'ai réussi à devenir avocate. Et ce jour-là, je me suis dit, ah, l'affaire est derrière moi. C'est l'affaire. Ça y est, ma vie commence. Comment tu as appréhendé ta nouvelle vie, justement? Parce que tu as été avocate en droit des affaires, si je dis pas de bêtises, dans des compagnies d'assurance, c'est bien ça? Alors oui, en fait, quand j'ai eu mon diplôme, pendant la fin des études, j'ai été stagiaire dans des cabinets, donc c'était des stages de 6 mois, et puis j'en ai fait plein. Donc j'ai commencé à faire des stages, j'étais en première année, tellement j'avais peur de ne pas y arriver. Et puis, une fois que j'ai eu mon diplôme, les 2 cabinets dans lesquels j'avais fait mes derniers stages voulaient me proposer une collaboration. Donc, en fait, déjà pour moi, ça a été en fait presque incompréhensible de savoir que sur une centaine de stagiaires que je recevais chaque année, ils ne gardaient que 2 ou 3, et dans ces 2 cabinets, je faisais partie des élus. Et je suis même allée jusqu'à demander à un des 2 associés qui me donnait ma chance, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Non, mais vraiment, ça, c'est par rapport, il n'y a pas peur par rapport à la réputation de votre cabinet, par rapport au regard des clients, par rapport. Donc en fait, ils n'avaient plus confiance en moi, comme moi, je n'avais confiance en moi.
de ça déjà, et c'était un truc terrible. Et puis, je me suis rendu compte aussi que, en fait, pendant tous ces mois de stage, moi, je travaillais énormément. Les autres étaient un peu plus dissipés. Ils travaillaient, mais ils parlaient pas mal aussi entre eux. Ils faisaient des pauses, parfois un peu à rallonge, moi, pas du tout. Mais pas parce que je n'avais pas envie, simplement parce que tout ce qui est social était plus compliqué pour moi. Il n'y avait pas forcément de code non plus. Et donc, quand je voyais travailler, parler entre eux, parler avec les avocats, je me mettais sur un piédestal. Je me disais, ah non, mais ils ont l'air tellement brillants, ils ont l'air d'avoir compris tellement de choses. Moi, j'ai l'impression que je suis en galère, que je dois aller chercher les informations partout. Et je n'ai pas vu que finalement, je connaissais mes dossiers par cœur, que je travaillais 3 fois plus vite que les autres, que je trouvais les arrêts que personne ne trouvait. Bref, je n'ai rien vu de tout ça. Et c'est que j'ai découvert, en fait, avec cet associé qui ne comprenait même pas ma question. Bon, ça, c'est le premier aspect. Et puis, donc, je n'ai pas accepté ces collaborations. Et pourquoi? Parce que j'avais mes 2 enfants et que mon rêve à moi était de les élever à la campagne, de les élever proche de la nature. Et je trouvais qu'en ville, à Paris notamment, en fait, on devait être vigilant permanente avec eux dès qu'on sortait quelque part. Et ils n'avaient rien à part les jouets artificiels pour s'occuper ou la télévision. Et je voulais en fait avoir un jardin où je puisse le peser et ils s'amusent avec ce qu'il y a dans ce jardin. Donc, j'ai refusé. Et en même temps, j'avais une ambition. Et je me suis dit, mais alors comment je vais faire pour trouver un endroit professionnellement parlant qui me donne le même niveau d'exigence que droit des affaires, ça veut dire gros groupe. Sans être à Paris. Alors, on oublie Marseille, on oublie. Après, on n'avait plus les sièges des gros groupes. Et j'ai trouvé Genève. Miracle. Sauf que ce que je n'avais pas anticipé, c'est que c'est le seul pays d'Europe qui ne reconnaît pas le diplôme d'avocat français. D'accord. Donc, en fait, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à trouver de travail. Je croyais que c'était à cause de ma surdité, bien sûr, parce que dès qu'on a une vulnérabilité, On on met plonge. tous les Ouais, problèmes qui ça- nous arrivent là-dessus. Et en fait, au bout de 6 mois, je me suis sentie très bête. Quand j'ai compris que c'était juste une question de diplôme. Et puis, il me proposait au fait de reprendre 2 ans d'études pour passer le diplôme suisse. Je me disais, non, pas question, je me suis passé 8 ans d'études, terminé, je rentre à la vertige. Et puis en plus, il fallait nourrir ces petites merveilles. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis rentrée dans une compagnie d'assurance aussi. Justement, parler d'emploi pour l'handicap, puisque tu portes, tu es un peu porte-étendard aussi de par ton association Handicap War, on va en parler également. L'emploi pour les personnes handicapées, c'est quelque chose qui est difficile, qui est encore aujourd'hui. Est-ce que tu vois des améliorations avec le temps ou c'est Alors, toujours aussi complexe? on n'a pas jeté bébé avec l'eau du bain. Il y a des améliorations, il y a des choses qui sont mises en place qui n'existaient pas à notre époque. Par exemple, le DUED, c'est-à-dire une journée où des personnes en situation de handicap sur l'emploi découvrent le monde du travail. Au lieu avec un collaborateur qui n'est pas en situation de handicap. Et l'objectif, c'est de faciliter derrière l'embauche. On a aussi des salons dédiés qui sont organisés. On a, dans certaines entreprises, une chasse à la QTH. Il y a aussi une recherche parfois de diplômés en situation de handicap qui soit un petit peu prioritaire, parce qu'il y a assez peu de diplômés en situation de handicap. Donc, la situation, disons, qu'elle est meilleure qu'il y a 20 ans. Néanmoins, aujourd'hui, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double de celui des personnes valides. On a 16% de handicap, pas de chômage. Comment s'est passé tes premières années en tant que salarié sur ces compagnies d'assurance? Alors, très bien. Très bien, parce que les Suisses
à Genève en tout cas, et dans ma compagnie d'assurance, clairement. Ils mettent un peu de temps à faire confiance, mais quand il faut confiance, il faut vraiment confiance. Et donc, ils n'hésitent pas, au fait, à donner des responsabilités assez vite. Et j'ai eu la chance de tomber dans une compagnie d'assurance qui démarrait. Donc, c'est moi qui ai fait toutes les démarches administratives avec le directeur, toutes les démarches juridiques. Et nous étions donc 3 à accueillir tous les collaborateurs qui sont arrivés ensuite. Et moi, j'avais pour responsabilité de former tout le monde au process, puisque c'était moi qui les avais écrits. Et ensuite, de faire le contrôle, de remplacer le directeur administratif quand il était absent, faire la partie de comité de direction. Donc, en fait, j'ai eu, dès ce premier job, des responsabilités que je n'aurais jamais imaginées et que je n'ai jamais vues en France. Hmm. Et ce qui est amusant, c'est que quand je suis revenue en France, 5 ans après, et puis, juste pour préciser, j'ai travaillé dans 2 autres jobs en Suisse. Donc, j'ai travaillé dans une organisation internationale spécialisée dans le handicap et dans une société de gestion de fortune. Pareil, une confiance totale et très vite, on prend des responsabilités. Je reviens en France. Et là, waouh, j'ai vraiment pris en fait en pleine figure cette peur du handicap et cette incapacité déjà à imaginer que, en fait, avec un handicap, bah, ça n'empêche pas qu'on peut prendre des responsabilités, ça n'empêche pas qu'on peut imaginer une place de la communauté de direction, sur des projets un peu ambitieux, etc., même pour représenter l'entreprise. Ton parcours a été riche en aventures jusque-là. J'imagine que ça a dû te prendre une énergie assez dingue à gérer justement, parce que tu dois faire beaucoup plus d'efforts que les autres, parce que tu as cette concentration maximale, etc. Comment tu gères et comment tu puises et tu gères ton énergie au quotidien là-dessus? Alors, c'est une excellente question parce que pour vous donner un ordre d'idée de ce que je vivais dans la vraie vie et que les gens n'imaginaient pas, c'est que les scientifiques disent qu'une personne sourde qui comprend bien comprend 60% de ce qu'on vous dit. Alors, ma peur que je suis un tout petit peu au-dessus, mais on n'est pas très loin de ces chiffres-là. Donc, ça veut dire qu'il y a 40% des informations qu'il faut aller chercher. Hmm. Et quand on travaille dans le droit, il n'est pas question que le client ou que la partie adverse se rende compte qu'on n'a pas tout compris. Donc, ça veut dire qu'il fallait à la chasse des informations. Et en fait, c'était une grande partie de mon activité professionnelle. Je faisais mon travail sur le même temps que n'importe qui, plus cette recherche, vérification permanente d'informations, ben, que même s'il y avait le sentiment de comprendre, il m'arrivait de temps en temps de m'apercevoir que je n'avais pas compris de la bonne façon, que ce n'était pas exactement ça qu'il fallait comprendre. Donc, vous n'avez jamais aucune certitude que l'information que j'avais était exactement la bonne. Un peu comme toi, quand tu parles étranger, quand tu parles anglais, si tu n'es pas bilingue, tu penses comprendre, et puis tu t'aperçois qu'on ne pas. Je confirme. Voilà, c'est exactement la même chose, sauf que c'est tous les jours Tous les jours. et dans ma langue maternelle. Donc, en termes de frustration, déjà, il faut gérer ça, ça prend de l'énergie. Ensuite, c'est tout ce travail de vérification, machin, ça prend de l'énergie. Et puis après, il y a des repas à la maison, etc. Tout en même temps. Et c'est vrai que sur le coup, je ne me suis pas posé la question. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, heureusement que j'étais jeune. Parce que quand on est jeune, en fait, on a l'impression que notre énergie est un petit peu limitée. Et plus on avance dans le temps, plus on se rend compte en fait que c'est une énergie un peu périssable. Qu'il y a des choses, finalement, de notre journée qu'il faut soit la recharger, soit au contraire la plotter un petit peu. Donc, on avait donné des illustrations de la vie de tous les jours, où on se reconnaîtra tous. Ça va être les émotions négatives. Paf, terrible. Quand on est malade, quand le corps se répare parce qu'on a eu un accident, paf, ça prend de l'énergie. Quand on est avec des personnes qui, quand on les rencontre,
fait en sorte que je sois moins bien après qu'avant de les avoir rencontrés. Ou alors, c'est retourner dans une sortie de zone de repère, actionner notre cerveau, parce qu'en fait, notre cerveau fonctionne à 90% du temps en mode automatique. Et quand on oublie à utiliser ces 10%, il est plus là, il consomme beaucoup plus d'énergie. Et donc, comment je gérais ça? Eh bien, comme au début, je ne savais pas, eh ben, je gérais comme j'ai pu. Et honnêtement, je pense que sur le savoir, j'ai pris le burn-out 2-3 fois. Sur que je ne parlais absolument pas de burn-out à ce C'est vrai. moment-là. Et puis, c'est là où ça m'a donné des notions de vie, parce que j'ai appris à hacker mon mental. Si j'ai pas le moral, comment je fais pour l'amener le plus vite possible? Parce que quand même, ça me fait trop d'énergie et j'en ai besoin pour le travail, pour les enfants, etc. Donc en fait, ça m'a fait prendre conscience plus vite des solutions possibles. Donc, solution, c'est hacker mon mental. Ok, tu ne vas pas tomber en dépression, ça ne sert à rien, tu l'as déjà fait. Ça a duré 2 ans, ça a été un enfer, c'est trop clair, plus jamais. Donc, comment tu fais pour ne pas descendre aussi bas? Donc, à quel moment, clac, tu mets ton vernis pour remonter? C'est qu'est-ce qui te redonne de l'énergie. Donc, une réponse possible, la sieste. Et ça, il faut l'assumer. Je ne l'ai pas assumé quand je travaillais en entreprise. Depuis que je suis à mon compte, depuis 2019, je l'assume parfaitement. Il y a aussi faire du sport. Le matin, par exemple, mais alors, c'est un booster d'énergie de fou. On a moyennement envie de travailler parce qu'il fait froid, parce qu'il fait mauvais, parce que le projet sur lequel on doit travailler ne nous motive pas des masses. Le sport à bord, c'est parfait. Marcher dans la nature. Ça, moi, ça me rebooste de fou. Et hier, je suis tombée sur un article qui disait qu'un cerveau en activité, c'est-à-dire quand on marche, c'est plus créatif après. Et effectivement, je refais. Justement, tu as eu cette période de dépression pendant 2 ans qui a Ouais. été assez longue. Ah ben, c'était capable. Ouais, Ah, c'est c'était, pas sympa. Tu en es ressorti comment, si tu pouvais donner des clés, et qu'est-ce qui t'a donné le cap pour justement repartir de l'avant? Alors, déjà, tu veux des clés de quoi? Tu veux des clés pour tomber en dépression? Non, à l'inverse. C'est pas ok quand même. Alors, les clés peuvent se sortir. Alors déjà, tomber sur la bonne personne. Parce que personnellement, des psy, j'en ai fait. Et en fait, il y avait tous le point commun de dire, bah, vous avez un handicap, c'est normal que vous ayez mal. Alors qu'en fait, quand j'ai travaillé avec la bonne thérapeute, ok, ça faisait partie du problème, mais à 20%. Donc, il y avait quand même 80% qui fallait aller regarder aussi. Et en fait, pourquoi je suis tombée en dépression, pour faire court, c'est parce qu'en fait, j'avais perdu l'espoir d'une vie dans laquelle je n'avais pas le sentiment qu'on me renvoyait en permanence à mon handicap. C'était dans une vie où je devais subir sans arrêt la différence, le mépris, ou même simplement rabâcher des choses que je disais déjà pour sensibiliser, tout ça. Je me disais, mais il faut aucun effort, les gens, c'est incroyable. Donc, ça a été ça de me dire, mais ma vie ne va quand même pas être comme ça en permanence. Et quand j'ai perdu en fait cet espoir-là, j'ai même été jusqu'à programmer mon suicide. Et si vraiment aujourd'hui je peux dire une chose, c'est que les gens qui pensent que se suicider c'est un acte de faiblesse, bah, c'est qu'ils n'ont pas essayé. Parce que vraiment, c'est un acte de courage et c'est une violence inouïe. Et c'est faut vraiment, vraiment avoir perdu en fait l'étincelle de vie pour y passer et passer à l'acte, surtout. Mm. Donc voilà, je ferme la parenthèse, je vais parler des sujets plus variés. Plus positif. Donc comment on se sort? Eh bien, en fait, ma thérapeute, déjà, a eu en fait cette démarche
incroyable d'accepter que je vienne la voir pendant 1 an, pendant 1 heure, en pleurant, et on ne dit rien. Donc elle a accepté, en fait, d'être pour moi juste un mouchoir géant, un sas. Oui, j'avais le droit, au fait, de me lâcher. Lâcher les armes, lâcher, en fait, tout ce poids que je portais. Et puis, il me disait à chaque fois, non, mais elle veut me réveiller, à un moment donné, elle ne va pas me trouver intéressante. Il y a des patients qui sont tellement plus proactifs que moi, etc. Et en fait, quand j'osais lui en parler, de temps en temps, elle me disait non, prends ton temps, on va faire les choses à ton rythme, etc. Et c'est cet accueil, cet amour inconditionnel qui a été le premier élément qui m'a permis, en fait, de me sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir parler. Puis c'est vrai que quand j'ai commencé à parler, elle m'a dit ah ouais, quand même, je comprends. Effectivement, j'étais un peu sérieux comme moulin. Et donc voilà, on a travaillé progressivement sur tous mes traumatismes, parce que j'en avais plusieurs. On a travaillé aussi sur, et c'est là où je vous donne une clé importante, c'est notre vision du monde. Par rapport à toutes ces périodes du passé et par rapport à la manière dont on a engrammé à la fois de l'eau psychique et à la fois physiquement. Exemple, je te disais tout à l'heure que dès l'âge de 7-8 ans, je faisais très attention à comment les gens réagissaient avec moi, et qu'ils étaient mal à l'aise, et qu'ils étaient un peu dans un comportement de fuite. Et donc, ça, en fait, ça avait fait que je me disais 80% des gens ont un problème avec le handicap. Et elle me dit, mais pourquoi? Donc, en fait, elle est venue challenger toutes mes croyances, une par une, en me disant, mais pourquoi tu penses ça? Et que c'est ta croyance, mais que c'est factuel. Et donc, on a réajouté ce genre de choses. Après, on a beaucoup travaillé sur comment devenir proactif dans sa vie, arrêter de subir et tout ça. Donc, c'est tout ce côté, finalement, à quel moment je peux dire stop, à quel moment je dis non, à quel moment je partage un moment d'emploi. C'est-à-dire, tu vas quand même pas aller me chercher là où je suis la moins bonne, tu vas plutôt aller me chercher sur mes talons. Donc, il faut que tu en parles, il faut que tu dises non sur la partie où effectivement je ne suis pas ton meilleur atout de l'équipe. Ça a été aussi après toute la partie bon élève. Et ce qu'il y a derrière, le côté bon élève, perfectionniste, mais aussi peur de déroger. Peur de déroger avec mon handicap, peur de déroger parce que je me mettais tellement en position d'infériorité par rapport à tout le monde que forcément, je devenais un peu la serpillière des gens. Mais c'est parce que je leur avais donné les signaux pour. Donc c'est comment on fait pour inverser la tendance. Je peux passer de serpillière à leader de ma vie. Donc voilà, ça a pris 3 ans total. Tu parles d'une expression que tu as trouvée, accepter d'être l'orchidée et le cactus. Oui. Est-ce que tu peux en Alors dire quelques mots? effectivement, c'est une métaphore pour dire que quand on se sent vulnérable, en général, on a plutôt tendance à imaginer qu'on a un cactus. Au pire, et puis forcément, comme on souffre, quand on est confronté à notre vulnérabilité, on devient un peu un cactus aussi. C'est-à-dire qu'on est un peu agressif sur les dents, susceptible. Rebelle. Voilà. Et puis, on rêve d'être une belle orchidée. Donc, on a vu les belles orchidées, donc on a vu les personnes qui n'ont pas, eux, c'est béni de la vie, notre vulnérabilité. Jour que jour, on comprend que le cactus, lui, il a plein de vertus. En fait, c'est le seul arbre qui pousse dans le désert et qui peut nous sauver de la soif. C'est une plante aussi qui permet de soigner,
c'est une plante en fait qui a plein de vertus. Et à partir du moment où on découvre ses vertus, on peut être fier d'être un cactus. Parce que cette orchidée, à part sortir un peu et être belle, finalement. Et elle tient pas toute l'année en plus. Les années passent du coup et tu as eu différentes étapes qui ont marqué ta vie, notamment de façon plutôt indirecte, mais La famille Bélier, qui a été un film où enfin on a osé parler du handicap et j'ai envie de dire surdité. presque en mettre en avant la surdité. J'imagine que toi ça a dû te marquer aussi Ah énormément. oui, non, mais en plus, c'est un film que je suis allée voir en avant-première. Et j'ai pleuré, mais alors toutes les larmes de mon corps. Et j'étais à côté d'un copain. Et on était tous les deux à chercher des mouchoirs, en ne regardant surtout pas l'autre, en priant pour qu'il ne s'aperçoive pas à quel point on il faudrait. Sauf que ni lui ni moi n'avons de mouchoirs. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, on va peut-être demander à l'autre. Et puis on s'est vu en larmes, on a éclaté d'air. Et je dis, ça a été aussi de façon indirecte un appel du pied parce que tu as reçu un coup de fil d'une personne un jour qui a voulu écrire un bouquin, qui a voulu faire un film, pardon. Ah oui. Alors, oui, effectivement, ça s'est passé un an après le film La famille Bélier. Et à la base, c'était une réalisatrice, donc Béatrice Offenbach, pour ne pas la citer, qui avait décidé de faire un documentaire où, à l'origine, elle imaginait des plans de 4 profils de personnes sourdes, mais assez différents. Donc, il y a la personne devenue sourde, une personne sourde aveugle, une personne sourde de naissance qui pratique la langue des signes, et une personne oraliste. Et puis, comme je connaissais bien son mari, en fait, nous avons mis en relation, et elle comptait sur moi pour ouvrir mon carnet d'adresses. Donc, on prend rendez-vous dans un café plein du Trocadéro, et elle était venue accompagnée de sa réalisatrice. Et puis, on parle, on a à travers pendant 2-3 heures, et sans que je ne me rende compte, la réalisatrice me faisait parler de ma vie à moi aussi. Et à un moment donné, je m'absente évidemment, parler d'une personne pas à ma place. Et quand je reviens, je les trouve vraiment en grande discussion, très animés, etc. Et la réalisatrice finit par me dire, au fait, qu'est-ce que tu penses si je te propose à toi de faire un documentaire sur ta vie? Et intérieurement, ma première réaction a été: ah, mais non, non, ouais, sauf qu'il y avait vu en thérapie que quand il s'agissait de me sous-estimer, j'étais très forte. Et que quand on me ferait des opportunités de mise en valeur ou de progression, instinctivement, il y avait tendance à dire non. Donc, elle m'avait conseillé au fait de prendre un temps de recul, de ne pas répondre tout de suite, de me laisser 24 heures. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai profité de ces 24 heures pour en parler à ma famille, qui évidemment était mes premiers fans. Je me dis, mais évidemment, mais comment peux-tu refuser une offre pareille? Mais c'est génial, il y a plein de gens qui rêveraient que ça leur arrive, nanana. Bon. Je me dis en même temps, c'est ça le problème? C'est qu'ils ne demandent pas aux personnes qui leur rêveraient. Et j'ai fini par dire oui. Et donc ce film est disponible. Tu peux me rappeler, tu peux donner ce nom de film? Alors, c'est un documentaire qui s'appelle L'éloquence des soirs. Le 15 décembre. Pour ceux qui veulent le voir, justement. Oui, alors il était sur Arte. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que donc on a mis à peu près 1 an et demi, 2 ans pour le tourner. Et on l'a tourné en fait à la fois via des séquences de ma vie professionnelle, des séquences de ma vie personnelle, des séquences de ma vie médicale, pour que les gens se rendent compte de mon degré de surdité, parce qu'on ne l'a pas dit. Mais en fait, je me suis rendu compte à 18 ans de mon degré de surdité. Puis moi, bien sûr, ça veut tout dire, rien dire. Et en fait, il y a 4 degrés de surdité. Il y a la surdité légère des personnes âgées, moyenne, sévère et profonde.
Et après, dans les 2 derniers, il y a encore des catégories. Et moi, évidemment, comme j'ai été bénie par mes dieux, c'est la 4e catégorie. Et dans cette 4e catégorie, il y en a 3 et c'est la dernière. Donc, si je résume, en fait, j'ai une audition au-dessus de la surdité totale. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'entend même pas le marteau-piqueur quand il y a des travaux de la rue. Le seul bruit que j'entends sur mon appareil, c'est le bruit d'un avion qui décolle et je suis sur la piste de décollage, donc je m'investis en général. Voilà, C'est comme ça que tu as été découvert après par France 2, à travers ce c'est ça, documentaire? exactement. Donc, tout ça pour dire que ce documentaire, en fait, on a mis 18 mois pour le tourner. Et quand il est sorti sur Arte à 23h50 après la demi-finale de la Coupe du Monde de foot. Donc, autant dire. Et là, bizarrement, j'avais encore ce côté qui a un peu du mal avec la notoriété, et je me suis réjouie. La réalisatrice était effondrée très en colère contre Arte. Moi, j'étais plutôt contente. Je me dis, bah, ça va passer inaperçu, comme ça, pas trop de critiques, plus personne ne m'en parlera, et je saurai quoi répondre, voilà. Sauf que, en fait, effectivement, personne ne l'a vu, mais sur le replay, ça a cartonné. Oh. Et ça a tellement cartonné qu'ils ont prolongé le replay d'une semaine, puis de 2 mois, puis de je sais plus combien de temps, en fait, et il le repasse aujourd'hui régulièrement sur Arte. Donc, en fait, il fait partie des documentaires qui cartonnent. Comme quoi, finalement, en fait, tout ce qu'on imagine, rien ne se passe comme prévu, même quand c'est positif. Exactement. Et donc France 2 t'a contacté, t'a envoyé un mail, je crois, à l'époque, C'est pour ça. te dire dans les grandes lignes, ben voilà, on a un nouveau projet Oui. d'émission. C'est vrai que c'était une émission qui proposait un concours d'éloquence entre 2 personnes très différentes, aucune professionnelle de la parole. Alors, comme j'étais avocate, ma cousine n'exerçait pas la profession, mais moi, je cochais la case. Et donc, ça aussi, ça a été rigolo, parce que pareil, j'ai refusé. Il m'a appelé, en fait, une première fois, je vous dis, une émission télé, même pas au rêve, et puis quoi encore, je ne suis pas une bête de phare. Il me rappelait une deuxième fois, j'ai refusé. Et la troisième fois, c'est ma professeure de conférence qui m'appelle pour me dire, mais quoi? Je viens d'apprendre que tu as refusé, mais n'importe quoi. Ah non, 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 ma chérie, tu vas y aller, tu vas signer. J'ai dit, d'accord, mais alors vraiment, avec toute la mauvaise volonté du monde. C'est-à-dire que je devais quand même passer à casting. Et à ce moment-là, on avait quelque chose comme, il n'y a pas le chiffre exact, mais 150 personnes qui passaient la première étape. Et la première étape, c'était une vidéo qu'on devait tourner pour se présenter, faire une petite biographie. Et moi, je l'ai envoyé, mais genre, ça a clôturé à 18h, à 17h58, parce que j'ai complètement oublié. Et en fait, je me suis retrouvée à filmer cette vidéo dans ma voiture avec le plafonnier dans le noir. Donc voilà. J'ai été T'as mis tout ce sélectionnée. qu'il fallait pour ne pas être prise. C'est ça. Et après, deuxième étape, il fallait rencontrer en fait les équipes. Et là, sur les 3 jours qu'on me proposait, il y avait un créneau d'une demi-heure et c'est eux qui devaient se déplacer à mon école parce que j'étais en formation. Et ils m'ont encore pris. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et voilà. Donc, tu connais la suite. Et c'est ça, effectivement, qui m'a propulsée dans ma carrière de conférencière et dans les médias et ça a continué avec la sortie du livre. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc tu as fait cette émission et tu as été finaliste d'un concours d'éloquence. Tout à fait. Mais je n'ai pas gagné. Mais Et c'est sérieux plus. Alors, je suis arrivée au final, c'est sûr que. pour quelqu'un qui voulait pas y aller, c'est pas mal. C'est clair, ouais, c'est clair. Et puis, ce qui est drôle, c'est que, en fait, le gagnant et moi, on était vraiment au coude à coude. Lui a fait une finale, mais fabuleuse. Enfin, personnellement, j'étais très contente qu'il gagne, il le méritait. Sauf que sur les réseaux sociaux,
En fait, on n'avait pas le même nombre de vues. C'est-à-dire qu'il a dû faire aller 10 millions de vues, et moi j'en ai fait 28. Donc, ça a été compliqué pour moi aussi d'avoir ce sentiment d'usurper la place du gagnant. Hmm. Et donc, tout ça, comme tu l'as dit, ça t'a propulsé aux yeux du grand public. Aujourd'hui, tu es conférencien. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu es porte-étendard. Est-ce que tu as réussi à te détacher de cette image de porte-étendard et d'apporter justement toute ta autorité au service de ta cause? Alors, disons que je n'ai jamais voulu être porte-étendard. Mm. En revanche, ce qui était important pour moi, c'était de figurer parmi les rôles modèles possibles. Parce que quand j'étais jeune, je ne voyais pas d'adultes avec un handicap comme on a réussir leur vie professionnelle. Les seuls que je voyais vivaient d'allocation à la maison. Et quand je regardais d'autres formes de handicap, c'était Gilbert Montagné, Mati. Donc, ils sont formidables tous les deux, mais la musique, moi, même pas au rêve. Et Mimi Mati, la télévision avec mon action, même pas au rêve. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est sûr qu'il y a entertainment, on va oublier. Donc, ma vie professionnelle, ma vraie vie, où les organes de l'argent et tout, eh ben, je ne voyais pas. Et pour moi, ça a été dramatique, parce qu'ils me demandaient, mais moi j'ai une ambition, pourquoi il n'y en a pas? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas possible? Parce que la société a décidé que, voilà, ou est-ce que ce sont des gens qui n'avaient pas de bonnes méthodes? Et il aussi entre les deux. Donc on me décourageait évidemment, on me disait, bah oui, cette société de merde, nanana. Et quand je reprenais courage, je me disais, bah, peut-être moi, je vais trouver une solution qu'ils n'ont pas trouvée. Et justement, dans la solution, tu l'as trouvée en étant conférencière, Oui. en partageant ton parcours, ton vécu. Moi, j'ai quelques questions par rapport à ça. Ouais. Quelle est ta définition de la résilience et comment tu la cultives? Je trouve que ce n'est pas une question facile, parce qu'évidemment, je n'ai pas appris la définition de la résilience par cœur de le petit Littré ou le petit Robert. Moi, ce que je dirais spontanément, c'est que la résilience, c'est en fait se relever après être tombé. C'est retrouver en fait cette force, cette énergie de repartir et de ne rien lâcher. Ça, c'est pour moi la définition. Comment on fait pour la cultiver? Alors, il y a deux façons de faire. Il y a revoir cette définition de l'échec. Parce qu'un échec, a priori, c'est une plotte. Et en France, on a quand même une culture de l'échec assez incroyable. C'est ça. Et pas de... Surtout si on la compare avec les pays anglo-saxons et les ça. pays nordiques. Pour moi, en fait, l'échec, c'est un prototype. Donc, ça veut dire qu'il y a des paramètres à modifier pour ensuite réussir. Et parfois même, il faut lâcher prise sur le comment on réussit. C'est-à-dire que, typiquement, moi, j'ai toujours rêvé de téléphoner. Donc, pour moi, téléphoner, c'est utiliser ses oreilles. Donc, je me suis fait opérer, j'ai dépassé mon argent de poche, celui de mon frère, pour travailler mon oreille, j'ai parti des appareils, on a changé, je ne sais pas combien de fois d'appareils. Impossible. Après, on a essayé tout ce qui est écrit. Et là, c'était les SMS, c'était les mails et tout ça, de ça se rapprocher d'une conversation que je pourrais avoir par téléphone, mais ce n'était pas ça non plus. Et en fait, aujourd'hui, je téléphone, mais grâce à l'intelligence artificielle. Donc en fait, j'ai arrêté de m'obstiner à essayer de faire marcher mes oreilles. Le résultat qui était important, c'était ce rêve du téléphone. Donc voilà, donc c'est un premier élément. Le deuxième élément que je pourrais partager, c'est avoir un entourage qui nous aime. Parce que toutes les fois où je décourage, toutes les fois où je dis, j'y arriverai jamais, le fait d'en parler, d'oser dire, ben là, je n'y arrive pas. On a un entourage, en fait, qui vient nous rebooster,
non mais t'inquiète pas, tu vas trouver une solution, non mais attends, voilà, utiliser le cerveau collectif, on va peut-être trouver ensemble une solution, mais qu'on a un tel qui a fait ceci, cela, machin, bref, c'est assez important, parce que moralement, de sentir qu'on n'est pas forcément tout seul à chercher une solution, même si c'est 5 minutes de recherche de la part d'un autre, ça redynamise. Troisième aspect, c'est au travail, le côté créatif. Parce que, comme je disais, l'échec, c'est juste un prototype. En fait, il faut s'autoriser de l'exploration des solutions à sortir du cadre. Et ça, c'est vraiment ce que le handicap nous apprend à faire, parce que quand on est dans la norme, on est en souffrance. On nous renvoie à notre handicap en permanence. À partir du moment où on fait les choses telles qu'elles sont naturelles pour nous, donc on sort du cadre, on n'applique une idée qui paraît complètement dingue aux autres, mais qui pour nous, finalement, nous paraît tout à fait plausible, pertinente. Il faut nous écouter, essayer, explorer. Et souvent, ça nous met quand même sur le bouchon. Ta fondation Handicap Power, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et quel est le but de cette fondation? Alors, je veux te... Association Ce n'est pas une entreprise. association, c'est une entreprise. Pardon. Alors, Handicap Power, à l'origine, était destiné, non mais je plaisante, tout le monde fait l'erreur. Donc, en fait, Handicap Power, à l'origine, était censé être une entreprise de coaching, d'accompagnement des personnes en situation de handicap pour les aider justement à mieux vivre leur handicap, à s'intégrer dans la vie professionnelle. Et puis, comme il y a une vie professionnelle qui ne s'est pas toujours passée comme je l'imaginais au départ, c'est-à-dire mieux que prévu, eh bien, elle a abrité finalement mes différentes activités. Donc, quand j'ai commencé ma carrière de conférencière qui a décollé, j'ai arrêté le coaching pour me consacrer à la conférence. Quand j'ai commencé à écrire un livre, Handicap Power soutenait cette initiative. Quand j'ai animé une émission de télévision, Handicap Power était partenaire. Bref, en fait, c'est un petit peu mon socle Ton terreau pour créer entrepreneurial. tout ça. Exactement. Donc aujourd'hui, si tu me demandes de la définir, c'est mon bébé et je ne sais pas qui il y a dedans. Mais il me va bien. Ça te porte, ça te nourrit dans tous les sens du terme et c'est ton terreau pour construire tes projets. C'est ça. En fait, c'est mon terreau et c'est aussi ma sécurité, mais que derrière, il y a un cadre. Donc, il y a le cadre légal, le cadre financier. Et donc, je sais si je vais dans la bonne direction. Je crois savoir que tu n'aimes pas trop qu'on te le dise, mais tu fais partie des femmes inspirantes, selon Forbes. Tu as fait partie des personnalités en 2020, des femmes les plus inspirantes en France. Tu as aussi fait la couverture de Forbes en 2022, ce qui est quand même pas rien. J'aimerais te demander, Virginie, et toi, qu'est-ce qui t'inspire? Moi, ce qui m'inspire, ce sont les femmes et les hommes qui, justement, cassent un peu mes croyances. Ce sont des personnes, en fait, qui m'ouvrent les portes du possible, là où je n'imaginais pas que c'était possible. Ce sont aussi des personnes qui ont des valeurs, qui ont des convictions telles qu'elles sont capables parfois de sacrifier leur confort personnel au service d'une cause. Parce que je ne suis pas sûre, moi, d'en être capable à ce point-là. Je pense par exemple à Mère Teresa, je pense par exemple à toutes ces personnes en fait qui ont parfois Nelson Mandela qui ont souffert mais un martyr et qui sont devenus des saints derrière. Et je me dis waouh, ils n'ont pas cultivé la colère. Ils ont réussi en fait à transformer quelque chose au service du collectif. Ça me nourrit aujourd'hui et depuis que j'ai créé mon entreprise. En fait, je ne fais pas les choses pour moi. Je les fais pour ouvrir des portes qui ne se refermeront pas derrière moi.
Si tu revois la Virginie qui avait 5 ans, tout enfant sourde dans ses premiers cours d'orthophonie, à galérer comme j'imagine même pas, tout ce que tu as dû traverser, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, je vous dirais, tu es né à la bonne époque, déjà. Euh, ne perds jamais foi l'humanité comme moi je l'ai perdu. Et l'être humain peut être magnifique. Ton handicap est un cadeau. Alors, un cadeau, pas forcément au sens propre du terme, c'est le cadeau manobané, comme on dit. Mais en fait, il nous donne de sacrées notions de vie et un mode associateur. C'est-à-dire que aussi des tâches associées à celui du regard des autres, du jugement des autres, parce que de toute façon, notre handicap, s'il n'est pas visible, s'attend. Et de manière générale, le handicap peut tellement de problèmes qu'à un moment donné, on est obligé de l'assumer. Et donc, ça nous oblige aussi à faire le tri de notre entourage entre les personnes qui nous aiment comme on est vraiment, ou les gens qui s'arrêtent à part aussi. Donc, on a en fait souvent, une fois qu'on a fait le tri, un entourage de meilleure qualité. Quand on a des relations amoureuses, peut-être on a moins de relations amoureuses, mais comme ce sont des gens qui nous regardent en fait, en fonction de qui on est véritablement, ce sont des plus belles relations. Enfin, moi, personnellement, toutes mes relations amoureuses ont été extrêmement belles, riches, nourrissantes. Et même si je ne suis plus forcément avec ces hommes, aujourd'hui, on reste en très beau terme. Il y a aussi le fait que quand on est différent, et ça, c'est au sens large du terme diversité, en fait, on voit des failles sur qui manquent au système. Donc, opportunité de part de marché supplémentaire, opportunité de produits-services adaptés. On a conscience en fait de l'importance de l'humain versus l'intelligence artificielle, qui fait beaucoup de choses, mais rien ne remplace l'humain. Et quand on est différent, on l'oublie. Et c'est une évidence absolue. Il y a tout le côté finalement créativité, parce que comme on ne rentre pas dans le cadre et que bah, c'est quand même une société qui attend de nous qu'on le fasse, euh, ça nous oblige en fait à nous poser des questions existentielles de qui suis-je, quelle est ma place, à quoi je sers. Et ce sont des questions très compliquées. Donc, comme on est confronté de tout, bah, finalement, quand on a trouvé la réponse, on en profite plutôt. Quels sont, Virginie, tes prochains projets? Et à quelle cause tu mets ton côté rebelle? Il te sert à quoi et à défendre quelles convictions? Alors, mon nouveau projet va être la sortie d'un deuxième livre. Super. Donc, celui-ci, c'est pour justement aider les personnes en situation de handicap à trouver leur place, à s'épanouir. Parce que moi, personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement dur. Et puis surtout, j'ai trouvé mes clés, mes réponses personnellement. Mais je trouvais ça très prétentieux, en fait, de dire, moi, j'ai tout compris, vous n'avez rien compris, ben, quand même pas ça le sujet. Sauf que, comme je suis conférencière, je rencontre énormément de gens et j'ai rencontré en fait d'autres personnes en situation de handicap, avec d'autres handicaps, qui étaient tout aussi épanouies et avaient trouvé leur place. Et on n'avait pas forcément eu le même chemin, mais on était d'accord avec les clés. Et c'est là où je me suis dit, j'aurais tellement adoré que quelqu'un me les partage, que j'étais adolescente, au début de ma vie d'adulte. Et je me suis dit, je vais faire ce cadeau, finalement, que je n'ai pas vu moi. Donc, il n'y a pas de rébellion, mais c'est quand même un peu, parce que je pars du principe qu'en fait, c'est à nous aussi de prendre notre destin humain, de mettre en place que la société ne met pas en place. Parce que quand on attend des autres, ça vient beaucoup plus lentement que quand on se sert soi-même. Donc, c'est mon côté rebelle à ça. Exactement.
Le deuxième projet, c'est que il est en cours. C'est que j'ai sorti des formations sur le management de la diversité, le management du handicap de manière opérationnelle. Parce qu'en fait, c'est le fruit de discussions avec des clients, qu'ils soient managers, ou RH ou DRH, ou dans le comité de direction. Et il me rend bien compte qu'en fait, il y a encore beaucoup de tabous. Et qui dit tabou, dit non-dit, et dit quand on a des problèmes, en fait, on met un peu les choses sous le tapis jusqu'à ce que ça explose. Et donc, c'est réconcilier tout ça, c'est remettre en fait de la douceur, du beau sens, et puis surtout, 2-3 clés essentielles de compréhension de part et d'autre pour que la diversité soit enfin vue en France comme étant un avantage, un atout, une chose incroyable que nous avons beaucoup. Je crois que nous faisons partie des pays au monde où il y a le plus de diversité naturelle. Profitons-en. Cultivons la diversité et la différence. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a des sujets, des questions que tu aurais aimé aborder, qu'on arrive à la fin de cet épisode? Déjà, j'aurais aimé... Alors, je pense qu'il y a un sujet que j'aimerais aborder. C'est nous, les entrepreneurs, nous ne sommes pas là par hasard. Et s'il vous plaît, ne faites pas mon erreur. Ne vous cachez pas dans la masse. Ne restez pas dans l'ombre. Quand vous sautez, vous savez à l'intérieur de vous que vous pouvez être plus, vous pouvez faire plus, vous pouvez oser plus. Parce que nous, les entrepreneurs, nous avons cette particularité d'être un peu ceux qui tirent la société. Et en fait, plus nous allons nous épanouir, plus nous allons montrer que c'est possible. Pour les personnes qui nous entourent et les personnes qui entendent parler de nous. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a plus que jamais besoin de personnes qui disent « je ne me laisse pas définir par mes limites. Je vais avancer et je vais y arriver. » Merci pour ton témoignage, merci pour ton parcours, d'avoir pu apporter des clés, sûrement que certaines personnes vont s'identifier dans tes propos. S'ils veulent en savoir plus, il y a ton site internet dans Handicap Hour, on mettra le lien également. Tu es sur LinkedIn aussi, tu es très active là-dessus. Oui. Il y a le livre, le deuxième il sort quand? Il sort en septembre. En septembre, donc retenez. Oui. Et le premier, il y a déjà Abandonnez jamais, qui est toujours disponible en librairie et que je vous invite à lire et à absorber, parce qu'au-delà de ton parcours, on y apprend plein de choses et il y a même des moments drôles. Enfin, voilà, tu partages ton vécu de façon différente qu'une simple autobiographie et tu te sers de ton parcours pour partager bien au-delà. Ouais. Et c'est très enrichissant aussi pour ça. Tu partages des anecdotes aussi. J'aime beaucoup une citation. Je ne me souviendrai jamais la personne qui dit les gens écoutent pour parler et n'écoutent pas pour comprendre. Il y en a une qui m'a sauté aux yeux parmi les citations que tu as données, qui dit que parler est un besoin et écouter est un talent. Donc merci de ton écoute et de ta bienveillance par rapport à tout ça et d'avoir accepté de te livrer sur tous ces sujets. Avec plaisir. Et d'ailleurs, si moi, peut me permettre de rajouter quelque chose, merci Mélissa pour la qualité de tes questions, pour ton accueil qui évidemment a été absolument sublime, que tu as été juste ramener me chercher à l'aéroport avec un amour qui avait 2 heures de retard. Donc merci pour ça. Et mon dernier mot s'adresse aussi aux entrepreneurs que nous allons rencontrer ce soir. C'est que, alors je suis conférencière, un peu sur la diversité, c'est vrai, mais surtout motivationnelle. Parce qu'en fait, on n'oublie pas abandonner. Jamais, jamais. Et je travaille une nouvelle conférence ici qui est sur la vulnérabilité comme tremplin pour la grandeur. Toi aussi, vous vous sentez concerné, appelez-moi. Eh bien, hâte d'écouter ta conférence ce soir, du coup. Tu as quel privilège. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode que vous pourrez retrouver en audio sur l'ensemble des plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, Apple ou Amazon, ou également en vidéo sur YouTube. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'Inspirer. Salut!